Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, aujourd'hui est une grande journée et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Nous allons parler d'une magnifique BD qui sort aux éditions Lishma. Je suis sûre qu'à la fin de l'émission, vous allez vous précipiter pour la commander. Elle s'appelle en français Le Trésor de Djerba. Et pour ce faire, je reçois le responsable de la documentation, en l'occurrence Benyamin Fenesh. Bonjour Benyamin. Bonjour. C'est une grande joie de te recevoir dans notre radio et je dois dire que cette BD est toute la richesse de la découverte du judaïsme tunisien et plus particulièrement du judaïsme djerbien que j'ai bien connu car je suis native du Kef. Je fais un petit coucou à tous les Kefois et en tant que Kefoise, nous avons eu une dizaine de familles de Djerbiens qui sont arrivés au Kef. Je dois rappeler le souvenir absolument pendant la guerre et même avant, puisque mon grand-père maternel Beshou Haded était originaire de Djerba, Zikrono Livraha, et que nous avons tous beaucoup apprécié le rabbin du Kef, qui dirigeait donc la riba du Kef, Ribi Daïdou, qui nous disait quand je voulais aller au Keteb, Yebnet Orkodou. Bon, ça c'est notre parenthèse. Alors, je dois dire aussi en préambule que cette émission est dédiée à l'élévation de l'âme de notre ami Jean-Louis Aaron Fitoussi, dont l'oncle maternel, les deux oncles, un a été déporté à Auschwitz et n'en est jamais revenu, et l'autre est mort des suites des blessures d'un bombardement, donc pendant cette guerre affreuse qui a mutilé pas mal de monde. Alors, le fait marquant de cette deuxième guerre, c'est que la cheville ouvrière de cette BD, donc le trésor de Djerba, c'est Benyamin Fenesh. Je dois rappeler qu'il a émigré en Israël en quelle année ? 1986. Bravo. Benyamin est très modeste, donc il ne vous le dira pas, mais moi je tiens à le dire. Il est président de l'Institut Zareh Zevulon. Et d'emblée, je dois vous dire que si vous allez, après l'émission, sur son site, vous allez poser vos questions. Il répond toujours et vous aurez bien au-delà de vos réponses. Bien. Alors, Benyamin, Djerba, tu peux nous en parler un petit peu, replacer un petit peu dans l'esprit de nos auditeurs Djerba, ce que tu as connu de Djerba, mais ce que tu en as retenu aussi. Moi, je suis né à Ben Garden. Donc, Djerba, c'était pas trop loin. Et chaque pèlerinage, on y allait. Ma sœur, elle habitait aussi à Djerba. Elle s'est mariée avec un Djerbien. Elle habitait Djerba. Et à 7 ans, on est passé habiter à Tunis. Et tous les ans, on allait pour le pèlerinage. Et en été, on allait à Djerba passer les vacances chez la famille. Maintenant, comme nous, on avait de la famille, directement, on nous amenait au Ma'alem tous les jours. Et on était avec tous les Djerbiens. On n'était pas des touristes, on était des Djerbiens. Alors, pour ceux qui ne savent, à Djerba, le Ma'alem, c'est le Keteb, c'est le Talmud Torah. Le Ma'alem, c'est tous les jours, même Shabbat. Une étude, comme un dafyomi en fait. Non, du matin jusqu'au soir. Et l'après-midi, pour midi, on allait manger chez la famille, on revenait l'après-midi, on continuait l'étude. Le soir, on était en vacances, mais on allait à l'école. En fait, c'est ça. Et comme ça, on a bien connu Djerba, avec les Bibouguid, qui était grand rabbin à l'époque. Et de Djerba, vous êtes passé, toute la famille, en France, pas très longtemps. Je suis resté à Tunis jusqu'à 85. D'abord à Tunis, et puis après on était à l'école Pinson, George Pinson, et après je suis parti à Marseille, j'étais 1 an, et après j'ai fait ma lire, une fois que j'ai eu l'autorisation de mon père. C'est très bien, l'obéissance au père. Voilà. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a un événement particulier qui est à l'origine de cette BD, dont la lecture, il faut avouer, soulève beaucoup de questions. Alors, l'histoire de la bande dessinée, elle a commencé il y a à peu près 10 ans, quand j'ai commencé à faire l'arbre généalogique de la famille. Et j'ai pris ça très au sérieux, et j'ai commencé à interviewer plein de membres de la famille, à ramasser plein de photos qu'ils ont amenées avec eux de Djerba, Tunis, Zarzis, Medine, Tunis. J'ai appelé des gens en France, Après, l'arbre généalogique, il a commencé à grandir, et c'est devenu des gens un peu plus loin de la famille, et eux, ils m'ont aidé aussi pour retrouver des gens de la famille, parce que c'est des gens qui sont... Alors j'ai interviewé aussi des membres en dehors de la famille,
Et eux aussi, ils m'ont aidé. Et j'ai retrouvé de la famille que, par exemple, du côté de ma mère, je ne savais pas qu'elle avait des arrière-grands-pères qui étaient Fénèches. Et il y a une femme assez âgée qui a connu le grand-père et la grand-mère de ma mère. Et elle m'a dit que la grand-mère, c'est la fille Fénèche. Mais tu sais que moi, au départ, j'étais très étonnée parce que pour moi, Fénèche, ça faisait hongrois. C'est maltais. Non, mais il y a même Il y a beaucoup de maltais. Il y a des maltais, mais il y a même un ministre hongrois. Ça m'a interpellée. Hongrois, je n'étais pas au courant. Donc tu es maltais, en fait, non Fénèche. Fénèche, c'est maltais. D'accord. Mais à l'origine, on est Haddad. Quand j'ai fait des recherches... Oui, alors. Moi aussi, je suis Haddad. Quand j'ai fait des recherches, j'ai retrouvé des anciens livres de Djerba. Il y avait écrit que mon grand-père, il s'appelle Khalfani, Haddad, surnommé Fénèche. D'accord. Et j'ai retrouvé aussi d'autres Fénèches, il y avait écrit la même chose. Haddad, surnommé Fénèche. Alors, on va revenir à cet événement qui a occupé le but de le sujet de cette BD. Vas-y. Je continue, parce que tout est lié en fait. L'arbre généalogique, quand j'ai travaillé dessus quelques années, j'ai eu tellement d'histoires et tellement de photos. Et comme ça, un jour, quelqu'un m'a dit, une femme m'a dit, si tu veux des photos de la famille, va voir chez la fille du rabbin de Ben Garden, peut-être qu'elle a des photos. Je suis parti au Fakim, et des photos, il n'y avait pas beaucoup. Elle n'avait pas beaucoup de photos, mais elle a retrouvé des kitveyat de son père, des écrits, des vrais Torah que son père a écrits. Maintenant, moi, dans ma tête, je viens pour l'arbre généalogique, pour les photos, Et là, on a devant nous notre rabbin qu'on a étudié chez lui à Ben Garden. Il y a des kitveyat que personne n'a sorti le livre. Alors, j'ai parlé un peu avec des amis et de la famille et des gens de Ben Garden. Alors, ils m'ont dit, viens, on le sort. Et on a sorti le premier livre, c'est Ahva Veshalom, sur les écrits de Behut-Aouza. Et au début, j'ai ajouté l'histoire de la famille de Behut-Aouza. Après que j'ai sorti ce livre, il y a quelqu'un qui m'appelle quelques mois après. Il me dit, j'ai vu le livre que tu as sorti sur Behut-Aouza. Moi, j'ai commandé chez un écrivain un livre qui s'appelle Harmé Zarzis, les sages de Zarzis. Il m'a dit, prends-le, sors-le toi, parce que toi, tu as fait du bon travail. Tu as l'expérience, ça y est, tu es lancé. J'ai réfléchi, j'ai parlé avec mon cousin, parce que lui, mon cousin, il m'aide beaucoup dans ce que je fais. Et il m'a dit, viens, on y va. On a pris le livre, on l'a traduit en français. Dans le même livre, on a mis l'hébreu et le français. Avec tout le travail de généalogie que j'ai fait, j'ai mis un album de tous les gens de Zarzis qui sont décédés. Je l'ai mis dans le livre de Zarzis. C'est un énorme travail. Après, j'ai demandé à quelqu'un de photographier tous les tombeaux qu'on peut lire ce qu'il y a écrit à Zarzis. Et ça, on a mis toute la liste dans le livre. C'est-à-dire, en fait, il y avait dans ce livre aussi bien les histoires des rabbins que un travail de généalogie que j'ai fait. Et à part ça, j'ai mis aussi plein de noms de gens qui ont habité à Zarzis que j'ai pris des anciens livres où il y a écrit donateur de Zarzis. Et là-bas, j'ai pris toutes les listes. Avant de finir le travail de Zarzis, j'ai vu que les gens qui sont intéressés par le patrimoine de Zarzis, c'est surtout des gens qui sont âgés. J'ai commencé à parler, j'ai vu que pour arriver aux jeunes, il faut travailler sur un autre plan. Et là, sans que j'ai réfléchi ou j'ai programmé tout ça, l'idée de la bande dessinée, elle est rentrée. Pour arriver aux jeunes, il faut une bande dessinée. C'est vrai. Exact. Et ça a marché parce que tous les jeunes, ils lisent de la bande dessinée et je sais que... C'est vrai. C'est la nouvelle littérature des jeunes. Voilà. Alors, justement, Binyamin... Et c'est aussi les enfants. Absolument. Et là,
En fait, c'est comme ça que j'ai pensé à la bande dessinée. Et dans les sages de Zarzis, on a rentré dedans quelques pages pour montrer un peu ce que ça va être la bande dessinée. Et je me suis assis avec Jackie Arhi, un grand dessinateur qui vient de Paris d'ailleurs. Et lui, les dessins sont excellents. Et lui, il a des dessins que les j'ai dessins beaucoup aimés. sont excellents. D'ailleurs, le Rav Mazouz, quand il a vu les dessins, c'est ce qu'il a écrit. Il a dit, on voit les gens vrais. Absolument. Alors, Binyamin, donc, on démarre. Les Allemands sont aux portes de Djerba et sont un petit peu étalés. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est l'événement qui va démarrer le sujet de cette bande dessinée, puisque c'est à l'époque nazie en fait? Allez, lance-toi. Qu'est-ce qu'il demande? D'abord, on a sorti la bande dessinée en hébreu. Ravi d'Azahav, on l'a appelé. Ah, c'est sorti en premier en hébreu. Exactement. Et maintenant, c'est sorti il y a 2 semaines en français. On l'a appelé Le Trésor de Djerba. L'histoire la plus connue de Djerba, c'est l'histoire de pendant la Shoah, c'est les nazis qui viennent Shabbat, qui demandent à Rabbi Khalfon Moshe Cohen l'or, les 50 kilos d'or. Et voilà, dans la bande dessinée, on voit toute la journée, tout le Shabbat, tout le processus. Mais justement, ce qui est très très intéressant dans cette bande dessinée, et je pense que ça va intéresser petits et grands, c'est que c'est vraiment parsemé de plusieurs références talmudiques et bibliques, et chacun se sent obligé de faire un effort d'aller voir un petit peu. C'est très bien fait, le référencement est fait en fin de page, en bas de page, on ne perd pas de temps et on prend conscience du fait que on a l'habitude d'utiliser certaines expressions alors qu'en fait elles ont vraiment un raisonnement et elles ont tout à fait un entendement biblique ou talmudique. Exactement. On va y revenir parce que c'est magnifique. Il y a beaucoup de... C'est magnifique, c'est d'une richesse. On jette comme ça en milieu d'une discussion que, en fait, leur source elle est biblique ou... Par exemple, je fais référence à la fameuse page où le père raconte en 10 dessins à son fils ce qu'est le nazisme en France. Donc il parle de la nuit de cristal, il parle du truc. En Europe. Et il dit, mais attention, on en parle ce soir, mais on ne peut pas en parler Shabbat. Exactement. Or, en fait, on voit dans le référencement que le Shulchan Arour précise qu'à Shabbat, on ne doit pas parler de certaines choses. Certaines choses restent en dehors. On voulait une bande dessinée qui donne beaucoup qui ajoute à quelqu'un, pas seulement les histoires, mais aussi, pas seulement les histoires de l'époque, mais aussi beaucoup une pédagogie juive. Sur les rabbins, sur chaque rabbin on a écrit de quelle époque il était, qu'est-ce qu'il a écrit. Il y a beaucoup d'informations sur les rabbins, sur l'époque, sur comment les nazis sont venus. Y compris le déroulement de l'action du Beddin à Djerba, qui est différent pratiquement de ce que l'on connaît à Tunis, pour ne parler que de Tunis. En fait, les héros de l'histoire, c'est les rabbins. En fait. Absolument, tout à fait. C'est parce que à l'époque, même aujourd'hui, c'est comme ça à Djerba aussi, c'est les rabbins qui dirigent la communauté. Oui. Et alors là, Binyamin, il y a un deuxième chapitre. Il y a comme si c'était une parenthèse dont on doit parler parce qu'il y a un événement important qui a d'abord commencé à Tunis et qui se prolonge à Djerba. Mais à Djerba, ça a été une claque. C'est que le délégué de l'Alliance israélite universelle arrive pour s'implanter à Djerba. Et il faut en parler parce que peut-être que Binyamin ne voudra pas en parler, mais le problème c'est que l'Alliance s'était engagée à ne pas amoindrir l'enseignement juif et à ne pas mettre que du rôle, mais en réalité, on a vu à Tunis, ils ne s'en sont pas tenus à ça, et il y a eu quand même une grosse guéguerre. Alors, je comprends tout à fait, je pense que je ne donnerai pas la parole à Binyamin pour ça, parce que les 2 mots, je pense que c'est important. Je veux seulement expliquer, on avait plusieurs buts. Quand j'ai fait la bande dessinée, je voulais montrer beaucoup de choses. La première chose, c'était l'histoire des Juifs de Djerba, la Shoah qu'il y a eu en Tunisie,
c'était pas la même chose. Il n'y a aucun rapport avec ce qui s'est passé en Europe, bien sûr, mais je voulais aussi montrer qu'est-ce qui s'est passé vraiment en Tunisie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on voulait montrer le patrimoine juif. C'est en fait le but de pourquoi j'ai choisi cette voie de la bande dessinée. Le patrimoine juif de Djerba, du Sud. Et je pouvais pas montrer tout ça sans montrer une des histoires les plus connues de Djerba, c'est qu'ils ont refusé l'alliance. Absolument. La deuxième chose, à part ça, Djerba, là aussi, à part le fait qu'elle a cette histoire connue qu'elle n'a pas accepté l'alliance, il y a aussi le grand amour de la terre d'Israël que j'aime beaucoup montrer dans ce livre, avec plusieurs histoires qui vraiment ils donnent. C'est très réussi. On va y revenir parce que je tiens à préciser ce qui va se passer à la fin, mais chaque chose en son temps. Okay. Pour parler de l'alliance, j'avoue avoir beaucoup apprécié la réponse d'un des rabbins qui demande à prendre la parole. Donc le délégué de l'alliance s'appelle Ouziel. Et c'est un rabbin qui se présente, Yosef Haddad Fedesh. Non, c'est pas un rabbin. Ah, il n'est pas rabbin. Pourtant, plus loin, j'ai lu qu'il avait le titre de rabbi. Non, c'est peut-être quelqu'un. Mais par contre, c'était un commerçant qui avait très bien réussi. Riche, mais c'était pas un rabbin. Et il a fait une très bonne réponse. Il lui a répondu carrément: je n'ai fait aucune étude, ni à votre scola, puisque le scola, ni dans une autre école. Seulement ici, à notre Maral. Et je suis particulièrement douée en mathématiques. Alors, en quoi les études que vous nous proposez vont-elles améliorer notre gagne-pain? Ça, je crois que c'est ce qu'on dit CQFD. C'est l'enseignement de Djerba. Absolument. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Tout à fait. Tant qu'on peut étudier, on étudie. C'est vrai. Après, en fait... C'est vrai. Alors... Donc, on tourne la page de l'alliance, parce que ça a été quand même assez important, ça a été jusqu'à l'anathème. Hein. C'était plusieurs fois aussi, ils ont essayé. Oui, absolument, ils ont essayé de se faire d'acheter, enfin, bon, il y a eu plusieurs trucs. Et puis, on apprend, et là c'est très très bien présenté, parce que c'est très peu connu, que les Allemands, qui étaient déjà en perte de vitesse, voulaient carrément, en traquant les Juifs de Sfax, de Sousse, les amender et leur faire payer 16 millions de... Je ne sais plus quelle était la monnaie de l'époque. Enfin, dans chaque ville, ils voulaient en fait trouver de l'argent pour leur guerre. Et alors, pourquoi je parle de ce chapitre-là? Parce que, pour vous dire la richesse des dessins de cette BD, quand vous aurez vu la BD, allez en page 19 en bas, le regard de l'Allemand, qui est très explicite et qui dit: ah, ils pensent que leur Dieu va les sauver, nul ne pourra arrêter l'armée allemande. Dans les yeux, d'ailleurs, le dessinateur est magnifique, tu pourras le féliciter de ma part en attendant que je le rencontre, parce qu'il a fait des lunettes blanches, donc non transparentes, ça veut dire que la profondeur du regard est encore plus malsaine. Et là, c'est une spécialiste du regard qui vous en parle. Bon, alors donc... J'avais dit déjà tout à l'heure qu'il y avait été égrenées plusieurs allusions à la Guémara, qui sont multiples. En page 20, par exemple, vraiment c'est magnifique. Je crois qu'on pourrait prendre page par page, mais on n'aura pas assez de temps, Binyamin. C'est d'une richesse tout à fait exemplaire. Et alors, bien sûr, les Allemands étant là pressurisant la population juive, les réfugiés affluent de partout, de Ben Gardal, de Mednin, de Zardis. La communauté s'organise. Sur toutes les villes du Sud, en fait, et un peu sur le Nord. Oui, aussi. Et puis certains, malheureusement, sont morts sous les bombardements. C'est magnifique parce que tu donnes même les noms. Exactement, à Gabès, à Mednin. Heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup, mais malheureusement, il y en a eu quand même. Et alors, c'est génial parce que moi, je vais vous donner simplement une référence. Benjamin parle de l'or qu'on a demandé. Et il faut savoir que c'est une référence au traité de Baba Metzia, page 44b. Je fais un petit clin d'œil à Rav Memoun qui doit m'écouter et qui sera très heureux d'aller chercher. David Atishkar. Bon, alors donc, les 50 kilos sont réunis. Ça justifie... Non, 42. 42. Non, mais après on arrive 50 kilos et on voit
Le reste, ils ont ramassé Motsai Shabbat. Absolument. Après Shabbat. Voilà, mais on voit surtout, et ça c'est très explicite, aussi bien dans le texte que dans le dessin, Rav Kalfoun, qui fait un rêve et qui se réveille avec le visage détendu et un sourire. C'est son arrière-grand-père. C'est son arrière-grand-père. Et puis Shaul Cohen. Voilà. Et ça, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Magnifique parce que une fois qu'on termine la BD, on fait le rapprochement entre le texte des premières pages ou de la moitié de la BD et la fin. Et alors, arrive la période de Pessah. Et on cherche la farine, parce qu'inutile de dire que la famine sévissait. Les mamans faisaient manger les enfants avec le quart de ce qu'elles pouvaient ramasser. Mais, alors, le miracle, parce que c'est un miracle de ce qui se passe pour la préparation des matzot, parce que les Allemands sont en perte de vitesse et sont bombardés. Alors à toi. Les Allemands sont bombardés, ils reviennent pas prendre les 8 kilos d'or. Mais là, Et maintenant, bientôt c'est Pessah, puisqu'on est dans le mois de Hadar, et ils veulent préparer les matzot, ils n'ont pas de farine, et le Français qui était responsable à Djerba, il n'a pas été d'accord de leur donner plus de farine. Il était même très méchant. Voilà, il était très méchant avec eux, et Berthafoun lui-même, il est parti le voir, et ça n'a pas aidé. Et Mina Shamayim, Dieu, il leur a envoyé un rabbin de l'armée anglaise. C'était le Rav Rabinovitch, exactement. C'est magnifique. Que Rav Rabinovitch, il était à Djerba, il était voir Bechalfon Moshe Cohen, il a tout écrit, il a raconté toute cette époque. Mais il y a même encore plus riche, c'est que Rabinovitch arrive avec une lettre, puisqu'il était un émissaire, il avait une lettre d'Israël, du grand rabbin d'Israël. Donc j'imagine la richesse et l'importance de cette rencontre avec ce Rav Rabinovitch. Et Rabbi Khalfoun, quand il a lu cette lettre, il a commencé à pleurer parce que ça vient d'Israël. C'est aussi pour montrer combien Rabbi Khalfoun et la communauté, ils aimaient la terre d'Israël, ils voulaient revenir en terre d'Israël. Et là, justement, tu fais le lien avec l'Alia. L'Alia, exactement. Parce que Rabbi Shalom Rabbi Shalom, c'est le père. C'est le père. Le père, et lui, fait son Alia. Il fait son Alia en 1923. Avec un groupe. C'est lui qui a été enterré à Beersheba? Non. Il est enterré à Tibériade. À Tibériade. Et il a fait l'Alia avec son fils, la femme de son fils, avec les deux enfants de son fils. C'est-à-dire, et à part ça, il y avait aussi d'autres personnes. C'était un grand groupe qui est venu en 1923 faire l'Alia. Ils ont eu beaucoup de problèmes en route. Et bon. Et alors, là aussi, je disais à plusieurs reprises que c'est égrené de plusieurs phrases talmudiques ou bibliques. Quand on dit d'une manière générale que Dieu veille sur nos entrées et sorties à jamais, il faut savoir que c'est une phrase qui vient des psaumes 121, disent Rabbi Maïmoun, yesh lecha ma la'asot. Alors, bien sûr, il y a plusieurs événements qui arrivent. Il y a la page de l'enfant accidenté qui fait référence justement à plusieurs récits bibliques, la richesse de la prière et de la prégnance de ce rabbin qui sauve cet enfant qui d'ailleurs est décédé à l'âge de 91 ans en Israël. Et tu insistes aussi de la dureté des Anglais pour l'Alia. Exactement. Rappelle-nous un petit peu ce qu'a décidé Rabinovitch à la suite de cette dureté. Il a déposé ses grades parce que le pays où il faisait son armée, ils ont décidé de ne pas laisser les Juifs qui venaient après la Shoah, ils ne les laissaient pas rentrer en Israël. Et donc, ce qui est très très beau, là vous allez apprendre quelque chose, en tout cas moi je l'ai appris, il y a une alia des jeunes qui se préparent, de très jeunes, plusieurs familles de Djerba et des régions. Le mouvement sioniste de Djerba, en 1919, il a commencé déjà. Oui, mais là c'est après
après la création de l'État. Et il a continué, bien sûr. Voilà, il a continué. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Et alors, on apprend, ce qui est magnifique, c'est que plusieurs jeunes font leur alia très jeunes, certains sans leurs parents. Certains ont été obligés les parents ont rejoint les enfants après. Mais ils étaient tous mariés. Voilà, mais on les a mariés, donc très jeunes, parce qu'il fallait pas que les jeunes filles partent. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique et très beau. C'est à faire savoir. Et en fait, Benjamin, tu rappelles que d'abord, l'Alia des Djerbiens a été très réussie en Israël. Au niveau de... Proportionnellement, par rapport au niveau à d'autres de l'amour d'Israël, même si c'était dur pour eux, ils sont restés en Israël. C'est pas une Alia que je viens, c'est un peu dur, je repars. L'époque n'était pas la même aussi. Je pense que c'était une époque très chaloutique qui malheureusement n'existe presque plus en Israël. J'aimerais bien que cette BD relance un petit peu cet esprit chaloutique. Vous voyez que j'ai une action à faire. Et tu rappelles qu'en Tunisie, il y avait 105 000 juifs en 1945, 66 000 sont montés en Israël, et il ne reste que quelques milliers de juifs en Tunisie, dont la moitié sont à Djerba. De quelle époque tu parles? Maintenant, non, ils sont tous en... Il y a 1000 à Djerba, il reste... C'est ça, mais il y a quand même une communauté encore à Djerba, parce que moi j'ai eu la chance d'en parler avec eux. La grande communauté, elle est à Djerba. Voilà, c'est ça. Et dont un vient d'être nommé ministre du Tourisme. Un petit clin d'œil à René Trabelsi, à qui on dit Mazel Tov. Mazel Tov. Et on va terminer cette émission en rappelant, j'invite les auditeurs et les lecteurs, parce que après ça sera diffusé sur d'autres relais de radio peut-être écrites, la documentation du trésor de Djerba et de Binyamin Fenesh. Les dessins sont de Jackie Yalchi, le scénario d'Eliar Gout. Il est au bout, ouais. C'est en fait la persécution des Juifs de Tunisie sous l'occupation nazie, plus précisément de Djerba, et c'est édité par Lishma. Et là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Yossi Azoulay. Bravo Yossi, et vraiment beaucoup de bonnes pensées pour le démarrage de cette BD. Et on va terminer avec la page 4 de couverture, qui est très belle. Si tu permets, je vais la lire. C'est un texte qui est écrit, traduit, mais en traduction libre de l'hébreu, d'accord, de Rabbi Mekikesh Sheli. Exactement, lui il a écrit juste après la guerre, voilà. Et il est chanté Kilo Azav, Alléluia, Kilo Azav. Tu peux nous l'envoyer en chantant, on peut la faire passer, tu as le texte, le chant. Ouais, il y a un ami qui l'a chanté, il me l'a envoyé. Et bon, alors je vous promets rien, mais il est possible que je l'ai. Sur mon YouTube. Ah d'accord, alors YouTube c'est facile pour moi. Alors, car il n'a pas abandonné, alléluia, car il m'a entouré de sa bonté, alléluia. Mes multiples agresseurs m'ont persécuté et encerclé dans chaque coin du monde où j'étais dispersé. Si ce n'était mon destin, celui qui veille sur les rescapés de son peuple comme la prunelle des yeux ne les abandonne jamais. Alléluia. Il est mon protecteur, éternellement. Il est pour moi, et voici déjà 2000 ans que j'erre, affligé de honte, et ma force est en mon Dieu, lui qui est caché de l'œil de tout vivant. Il m'affranchit de mes adversaires, me rachète des complices du mensonge. Alléluia. Sois ferme, courageuse, et réjouis-toi, car voici j'arrive. Je désirerai ma terre sur laquelle je rassemblerai les captifs d'Aholiba, Yerushalayim. Toi, descendant de Pérez, tu seras malade d'amour, alors mon nom tu vénéreras et sanctifieras aux yeux de tous. Alléluia. Merci Benjamin. Merci Monique. C'est une grande joie. Je rappelle le site où les auditeurs peuvent s'adresser à Benjamin. Il y a une page Facebook Tu peux rappeler le nom de la page Facebook? Ravi Dazar. Ok. Et sinon, on peut chercher sur Binyamin Fenesh. Et puis de toute façon, les auditeurs qui ne sauraient pas à qui s'adresser vont appeler Monique Nakache. J'ai l'habitude. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.